Good afternoon, everyone, and welcome to this very important Tout le webinar. monde et bienvenue à ce webinaire très important. Avant de commencer, je veux commencer avec une reconnaissance du territoire. Ottawa est construit et bâti sur un territoire algonquin Anishinaabe non cédé. Les gens de la nation algonquine ont vécu sur ce territoire depuis des milliers d'années. Leur culture et leur présence a continué à prendre soin, à s'occuper de cette terre. Nous aimerions honorer les gens et la terre de la nation algonquienne Anishinaabe. Nous aimerions honorer également toutes les Premières Nations, les Inuits, les Métis, leurs aînés, les ancêtres et leurs contributions passées et présentes à cette terre. Mon nom est Yasen Nakmi. J'ai été un membre du gouvernement pour Saint-Euton, ainsi que j'ai été l'avocat général pour cette partie de l'Ontario. J'ai dirigé l'Institut pour la citoyenneté canadienne, ce qui est une organisation à but non lucratif qui travaille sur l'inclusion, la diversité et les actes de citoyenneté à travers le Canada. Au nom des coparrains de cet élément, la Coalition pour la communauté noire, le partenariat d'Ottawa pour l'égalité, la prévention du crime Ottawa, je vous souhaite la bienvenue entre un deuxième segment de notre séance de webinaire Apprendre sur les crises de santé mentale à Ottawa et au-delà. Alors, pour avoir accès à l'interprétation française, vous pouvez cliquer sur le globe en bas de votre écran, sur la barre outils. Pour ce qui est de la participation de l'audience et pour s'assurer que les questions confidentielles peuvent être posées, nous utilisons la fonction questions-réponses de Zoom. Vous trouverez l'icône questions et réponses sur votre barre outils. Cliquez sur l'icône pour pouvoir accéder au clavardage. Vous pouvez taper vos questions. Ça va se passer pendant la deuxième partie de cet événement, les questions-réponses. Et je vais lire les questions et nous allons bien entendu les répondre à nos présentateurs qui vont en ce moment-là s'engager dans une conversation avec vous. J'espère que nous pourrons répondre au plus de questions possibles. Si vous voulez accéder à un transcript autogénéré, vous pouvez cliquer sur l'icône Live Transcript en bas de votre écran et choisissez Enable Transcription, Live Transcription. Dans notre séance, nous continuons notre processus d'apprentissage sur les réponses des crises de santé mentale. Il est important de savoir que les communautés indigènes et noires, de façon historique, ont été mal servies par les services de santé mentale. Ils n'avaient pas ne pas avoir des bonnes options pour la santé mentale a résulté à plusieurs morts. C'est notre rôle de vous montrer les meilleures réponses ici et ailleurs. En tant que société, nous pouvons avoir une meilleure idée de comment nous pouvons faire mieux pour desservir nos familles, nos amis et nos voisins qui sont le plus marginalisés. Nous devons travailler ensemble. Il y a une quote qui dit « Impact, comportement, impact ». L'empathie que nous montrons à une personne en crise peut transformer la situation. Les pairs ont un avantage énorme pour accéder à ce pouvoir d'empathie plus profondément et de façon plus sincère que les autres qui n'ont pas cette expérience partagée. Sans aller plus loin et au nom des organisateurs, j'aimerais reconnaître la mort tragique de Carl Rambo. Carl était un membre de la communauté, un travailleur au centre communautaire de Somerset West. L'expérience de Carl l'a emmené à travailler avec la communauté des consommateurs de drogue et à développer chez lui une grande empathie pour ceux qui ont des problèmes de drogue.
la chanson que nous avons utilisée, Blackbird, par Emma Stevens, c'était une des chansons les préférées de Carl. Et je me demande maintenant que nous ayons un moment de silence pour Carl, s'il vous plaît. Thank you. Merci. In today's webinar, we have the honor Dans le webinaire d'aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir des membres d'une équipe d'appui d'aide par les pairs. Je vais entendre les membres de DOP, comment ils ont utilisé leur expérience partagée et combinée avec d'autres meilleures pratiques pour aider à intervenir dans les temps de crise, ainsi que des interactions régulières qui aident à prévenir les crises. DOP, qui est pour Drug Overdose Prevention and Education, l'équipe de réponse, offre des services de sensibilisation aux membres isolés de la communauté dans trois zones de desserte d'Ottawa. Les services se concentrent sur le traitement, la prévention et la réduction des méfaits parmi les utilisateurs de drogue. Alors maintenant, nous sommes très heureux d'avoir 3 membres de l'équipe DOPE. Je vais passer le microphone virtuel à Anna Hintz qui va se présenter elle-même ainsi que les autres membres de son équipe et faire une présentation. Merci Yasser. Nous sommes très heureux de partager avec chacun d'entre vous notre programme aujourd'hui. C'est bien que nous présentions pendant la semaine de la santé mentale, ça tombe bien. Mon nom est Anna Hintz, je suis la coordinatrice de programme pour l'équipe d'intervention de DOP. Je suis Jason, je suis coordinateur avec DOP Réponse. Nous présentons dans notre équipement de protection personnelle. Alors, nous représentons l'équipe de DOP aujourd'hui. Comme Yasser sait, c'est Drug Overdose Prevention and Education, l'équipe de réponse. Nous travaillons dans 3 zones de desserte, Ottawa, Carleton, Somerset et Centerton. C'est un programme qui a été rendu possible à travers une contribution financière de Santé Canada. Nous avons commencé en septembre 2019 et nous avons pour l'instant 3 ans. Un programme avec un mandat de 3 ans. Alors, DOP, c'est un centre de services livré par les pairs à Centerton, Carleton et Somerset West pendant les heures non traditionnelles. Le projet se concentre à améliorer la promotion de la santé, la prévention et le traitement et la réduction des méfaits parmi des personnes à haut risque et isolées qui utilisent des drogues. Alors, voici notre zone de desserte. En général, il y a une équipe par zone de desserte. Donc ça, nous avons la bâtisse OCA et d'autres. Certains personnels marquent plus de 20 000 pas sur un quart de travail. Beaucoup le font à pied. Nous sommes très visibles. Nous avons des uniformes et des sacs à dos, des grands sacs à dos, et nous sommes reconnus par la communauté. Beaucoup de notre engagement est fait en rencontrant des gens que nous avons rencontrés dans le passé ou en nous présentant tout simplement. Alors ici, vous pouvez voir votre zone de desserte sur la carte et à quel point elles sont grandes. Alors, quel que soit le temps, nous travaillons dans ces zones de desserte. Alors, qu'est-ce que la réduction des méfaits? Beaucoup de personnes ont leurs propres idées. Certaines personnes ne savent pas ce que c'est.
Donc, c'est une approche basée sur le client et basée sur la preuve, qui reconnaît le fait que les gens ont le droit de prendre leurs propres décisions sur leur mode de vie et leur santé. Les gens qui utilisent des drogues peuvent être souvent stigmatisés par les soins de santé et le résultat, c'est qu'ils ne font pas confiance aux soins de santé, ils deviennent de plus en plus isolés. Les gens qui consomment des drogues méritent une approche qui est respectueuse, non jugementale et qui va répondre à leurs besoins spécifiques. Alors, comment est-ce que notre programme peut continuer à avoir la meilleure rééducation? Donc, la racine de la réduction des méfaits, c'est la communauté. Sans la communauté, il n'y aura pas d'approche de réduction des méfaits. Notre idée, c'est de réduire les méfaits. La consommation de drogue, ça crée de l'isolation, ça fait en sorte que les gens sortent de la communauté. Nous aidons les gens qui utilisent des drogues. Ce n'est pas notre objectif de les convaincre d'arrêter d'utiliser des drogues ou de changer leur style de vie, leur réduction des méfaits. Ça travaille sur avec l'autodétermination. Donc, voilà un petit portrait de la crise des opiacés au Canada. Donc, le taux d'overdose, de mort d'overdose au Canada a augmenté de 8,4 à 12 pour 100 000 personnes. Et ça, ce sont des chiffres de 2016 à 2018. Et nous savons que, en vérité, c'est pire que ça. 94% des overdoses se passent par accident. Et pour vous mettre dans le contexte de COVID, la pandémie a conduit à une fracture dans l'approvisionnement en drogue et ça a conduit des gens, c'est devenu plus instable, ça a conduit à plus d'isolation. Donc, ça vient de mars dernier, donc c'est pas très récent, mais on a eu 300 morts par overdose en Ontario entre mars 2020 avec 56 morts à cause du COVID. Donc, c'est un enjeu, un problème très pertinent. Nous avons perdu des milliers de personnes aimées à la crise des opiacés. Et bien sûr, c'est dû à la guerre sur les drogues et à la crise du fentanyl et carfentanyl. Le COVID-19 a empiré une situation qui était déjà mauvaise. La crise n'est pas suffisamment reportée dans les médias et elle est ignorée par les preneurs de décision. Et on se demande pourquoi, considérant que tellement de gens sont en train de mourir. Et pour vous donner une perspective au niveau d'Ottawa, donc ça c'est une charte qui vous montre comment les morts par overdose continuent à augmenter à Ottawa. Nous n'avons aucun doute que le taux de mort, de décès a continué d'augmenter depuis 2017. Alors, notre approche de programme, qu'est-ce qui nous rend différents? Alors, l'équipe d'intervention de DOP, c'est des travailleurs communautaires qui viennent de la communauté des utilisateurs de drogue. Ils ont eux-mêmes cette expérience d'avoir utilisé des drogues illégales. Ce programme basé sur les pairs emploie la connaissance, l'expertise et les réseaux sociaux des gens qui ont déjà utilisé des drogues. Le personnel sont engagés pas à cause de leur passé d'utilisateurs de drogue. On travaille dans des heures non traditionnelles, de 17h à 23h. 7 jours par semaine dans la communauté, nous reconnaissons qu'il y a un écart de service, de continuité de service, parce que les services ferment à 17 heures, mais le besoin pour l'appui en santé mentale va au-delà de ça. Les travailleurs communautaires bâtissent des relations de confiance avec des membres de la communauté qui n'ont sinon pas confiance dans les travailleurs sociaux. Les gens qui utilisent des approches de réduction des méfaits, par exemple. Ça, c'est les objectifs de notre programme en prévenant les overdoses par opiacés. C'est un des éléments importants de notre programme, bien sûr, mais la plupart du temps, on participe à des activités de sécurité pour notre population, que ce soit en parlant pour quelqu'un dans une intervention policière, la police arrive et nous allons défendre les gens, ou un partenaire qui demande une intervention avec quelqu'un dont le comportement demande une intervention, quelqu'un qui a du mal, qui a des difficultés.
il y a quelqu'un que nous rencontrons dans la communauté, nous créons un plan de sécurité pour cette personne. On fait des médiateurs dans des conflits dans la communauté, des personnes qui ont des conflits dans la communauté. Il y a des crises, des psychoses, des pensées suicidaires, la paranoïa, la solitude. On voit ça tous les jours et on engage les gens pour aider de la meilleure façon qu'on peut. Alors, malgré notre population cible avec lesquelles nous voulons travailler, qui sont à haut risque et isolés, des consommateurs de drogue, très souvent, on voit d'autres crises qui se développent. Alors, parmi les objectifs du programme, c'est de réduire l'isolation et de promouvoir un sentiment d'appartenance à la communauté en connectant les gens à la communauté. Pardon. Nous aidons, nous partageons la connaissance. Voyons ce qui se passe, les tendances dans la communauté, ce qui se passe avec la police, avec les centres de réhabilitation pour la drogue dans la communauté. Donc, ce sont des partenaires et nous pouvons partager cette information avec eux. Nous essayons de réduire la transmission de VIH et de l'hépatite C en donnant de l'équipement comme des seringues, des pipes et d'autres équipements stériles pour que les gens puissent utiliser des drogues. Et nous répondons à des overdoses ainsi que d'autres crises dans la communauté. Et souvent, on fait la liaison avec les services d'urgence, que ce soit nous qui ayons fait l'appel ou que nous connections sur le terrain avec eux. Oh, it's not going to the next slide, guys. There we go. Ah, Sorry. voilà la prochaine diapo. Donc, on donne de l'éducation sur la réduction des méfaits à la communauté. On va également fournir le naloxone pour bloquer les overdoses et former les gens sur comment administrer le naloxone. On collabore avec des volontaires qui sont des pairs pour s'engager, pour engager les gens isolés dans notre programme. Nous référons et accompagnons nos clients à des rendez-vous et nous les connectons avec d'autres services au niveau du logement, du médical. Et finalement, on s'occupe de se débarrasser de façon saine des seringues et d'autres équipements qui sont trouvés dans notre communauté. Donc, nos membres ont affaire à des situations très difficiles dans la communauté. Nous faisons beaucoup de formations. Nous avons des pratiques communautaires régulières avec nos travailleurs communautaires et nous pouvons partager ce qu'on apprend, participer à des ateliers et nous offrons une base d'appui pour les uns les autres. Pour chacun d'entre nous, on offre des opportunités de formation sur le CPR, l'intervention non violente, le traumatisme, la confidentialité, comprendre les limites. C'est juste quelques-unes, mais il y a beaucoup de formations. Nos travailleurs communautaires amènent avec eux déjà un historique personnel et de l'expérience. Nous avons de la chance d'avoir le programme d'assistance aux employés qui est disponible pour tout notre personnel. Nous avons un superviseur clinique sur place et l'équipe, ça c'est très important, ils s'aident les uns les autres dans le travail qu'ils font. Et c'est un programme d'aide mutuelle également. Ça, c'est certains des profits de notre programme qu'on a remarqué. Donc, nous nettoyons la communauté et nous débarrassons régulièrement des seringues, le transfert des connaissances sur les tendances des drogues et on bâtit des connexions avec la gestion de cas, des rendez-vous médicaux, etc. Des abris aussi. Donc, nous travaillons avec des membres dans la communauté qui sont isolés, pardon. Donc, nous identifions les overdoses, nous donnons de la formation sur quoi faire en cas d'overdose. On augmente l'accès aux fournitures à l'équipement de prévention, de la réduction des méfaits. Et on fait de la crise d'intervention. Donc, on est souvent sur le terrain à essayer de désescalader des situations qui pourraient s'empirer et amener des membres de la communauté à être blessés. Donc, ça, c'est certaines des statistiques du programme.
On accompagne les gens au rendez-vous, on leur donne de la nourriture, on leur donne des enseignements sur la réduction des méfaits, on les avertit, on leur donne de l'éducation sur les pratiques sécuritaires et on fait beaucoup de références. Donc, ces statistiques sont jusqu'au 31 mars. Jusqu'ici, depuis que le programme a été lancé en 2019, nous avons fait 19 666 connexions et ça continue. Ça, c'était jusqu'au 31 mars 2021. Depuis septembre 2019, nous nous sommes débarrassés de façon sécuritaire de 113 331 seringues. C'est beaucoup de seringues. Nous avons donné de la formation sur la naloxone à plus de 200 personnes. À 281 personnes. On a distribué 2657 kits de naloxone dans la communauté. On a administré de la naloxone à 37 personnes qui avaient des overdoses de drogue. Et probablement, il y en a qui ne sont pas rapportés, donc plus que ça, en fait. Ça, c'est la rétroaction de la communauté. Très souvent, quand on travaille, les gens nous donnent leur rétroaction, nous disent ce qu'ils pensent du programme, et ça, c'est quelques exemples. Quelqu'un, par exemple, qui a dit « Je pense que le programme est formidable, ça amène des choses à ceux qui en ont besoin, et quelquefois, on est trop malade, alors merci, et je veux vous remercier pour le travail, et je veux faire le travail que vous faites. Ça a ouvert mes yeux à quel point la crise du fentanyl et à quel point une overdose peut se passer très vite. Je suis tellement content d'avoir une autre ressource plutôt que de juste appeler la police parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Quelqu'un a dit, je pense que ce que vous faites, c'est formidable. D'accord. Vous rencontrez ceux qui ne peuvent pas aller à leur rendez-vous, vous rencontrez des gens où ils sont, dans un endroit où ils se sentent en sécurité. C'est formidable que vous êtes là parce que certaines personnes que je connais ne se sentent pas confortables à aller sur place parce qu'ils ne veulent pas que les gens savent qu'ils utilisent des drogues ou qui ils sont. Alors, le stigma, c'est quelque chose de réel et au moins, vous êtes là à connecter, à faire des connexions avec des gens qui sont toujours seuls. Ça venait d'une autre personne qui a reçu notre programme. Ça, c'est d'autres. En travaillant avec des clients, je me rappelle de ma formation dans les traumatismes. J'ai utilisé ma formation sur le naloxone dans des situations d'overdose. J'ai utilisé les aptitudes que j'ai apprises de déescalation dans certaines situations de haut stress. Une autre citation. Problème technique. La technologie, ce n'est pas notre force. Nous travaillons avec des situations à haut risque dans la communauté. Je vais juste la lire et peut-être que ça apparaîtra à l'écran. J'ai travaillé récemment mon meilleur quart de travail depuis que je travaille avec l'équipe de réponse, l'équipe d'intervention DOP, un client qu'on voit régulièrement dans la communauté qui n'utilise pas des opiacés à fumer du crack contaminé par la fentanyl. La dernière fois qu'on l'a vu, il nous a dit qu'on avait sauvé sa vie parce qu'il n'aurait jamais pensé qu'il avait besoin d'un kit de naloxone si ce n'était pas à cause de nous. On l'encourage toujours à avoir de la naloxone avec lui juste au cas où et on a formé comment l'utiliser sur lui et ses colocataires. Et finalement, j'ai appris l'estime de moi-même. C'est une autre citation. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Ce n'est pas juste les entreprises et les clients qui bénéficient de ce programme. Ce programme a été très positif à beaucoup de personnes de différentes façons. Nous avons de la chance faire partie d'une équipe qui est qui travaille tellement dur.
On cherche toujours des opportunités de se faire des connexions et collaborer avec des partenariats pour pouvoir aider les individus isolés. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, collaborer avec les partenaires et les membres de la communauté pour identifier les gens à haut risque? On donne des ateliers sur place au centre communautaire, au personnel. On est ouvert à d'autres idées pour travailler ensemble. On cherche toujours d'autres façons de se connecter avec des gens isolés qui ne sont d'habitude pas connectés. Donc, c'est un travail en progrès constant. Oh, j'ai été un peu plus loin, d'accord. Alors, pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble notre travail, vous voulez partager quelques scénarios que nous rencontrons régulièrement. Quelquefois, tout ça, ça peut se passer juste dans un quart de travail. Et ça c'est des exemples qui peuvent avoir un impact dans le travail qu'on fait sur la communauté. Alors, premier scénario, on établit un rapport avec un client dans la rue et le résultat, c'est une relation à long terme, une connexion avec d'autres aides et le client nous réfère à d'autres clients. Scénario numéro 2, on reçoit un appel d'un voisin sur quelqu'un qui utilise de la drogue dans un parc. On peut essayer de les aider plutôt que d'appeler la police. Scénario 3, on répond à une overdose dans la communauté et nous faisons une formation sur la réduction des méfaits avec les services de police d'Ottawa. Quatrièmement, on se connecte avec le colocataire de quelqu'un qui utilise des drogues. On leur donne une formation sur la naloxone et comment reconnaître une overdose pour qu'ils soient capables d'aider et de sauver la vie de leur colocataire. Donc, tous ces exemples qu'on montre, certains ne sont pas tous avec notre population cible, mais parce qu'on est dans la communauté, on atteint toujours cette population cible, mais de façon indirecte. Et on se fait des connexions avec les autres membres de la communauté qui ne sont pas à haut risque, mais qui ont un impact sur ces personnes qui sont à haut risque quand ils les rencontrent. Alors, offrir cette opportunité d'éducation et de mettre un visage humain sur avec qui ils travaillent. C'est très important. Alors, comment est-ce que vous pouvez nous contacter? Parce qu'on aime avoir des nouvelles des gens. Alors, contactez-nous. Si vous voulez faire partie de notre programme, vous pouvez nous donner un appel. Nous avons des posters un peu partout également. Et il y a un lien dans le clavardage également, mais on peut vous fournir des copies également. Alors, voilà pour notre présentation. Alors, nous allons maintenant ouvrir pour des questions. Alors, merci pour votre enthousiasme. C'est un travail très important. Et comme vous l'avez mentionné vous-même, vous sauvez des vies. On ne peut pas mettre une valeur là-dessus. Alors, merci pour partager votre connaissance. Juste pour rappeler à tout le monde qui participe à ce webinaire que nous vous encourageons à taper vos questions en cliquant sur l'icône questions-réponses et nous allons voir ces questions. Nous allons faire de notre possible pour répondre au plus de questions possibles. Je vois qu'il y a déjà des très bonnes questions qui rentrent. Alors peut-être que je peux commencer avec une ou deux questions. As I mentioned, I had the great honor of serving the Je l'ai community. mentionné, j'ai eu l'honneur de servir la communauté comme un membre du Parlement en 2007, à la fin de 2007 et au début de 2008. Un des enjeux sur lesquels j'ai travaillé avec le centre de santé de Somerset communautaire, c'était d'obtenir du financement du gouvernement provincial pour un programme de réduction des méfaits, pour s'assurer que quand on doit nettoyer, par exemple, l'équipement de drogue, la paraphernalia, qu'il y ait une équipe mobile qui travaillait dans la communauté pour aider à nettoyer, pour aider les membres de la communauté des utilisateurs de drogue à avoir des seringues qui soient propres, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce programme DOPE est différent de ce qui a été fait dans le passé par le centre communautaire de santé de Somerset, par exemple, et comment c'est une évolution sur la façon qu'on donne les meilleurs services de réduction des méfaits dans la communauté? Je ne dirais pas que c'est meilleur ce qu'on fait, je dirais que nous complémentons les autres programmes.
Donc, le centre communautaire de Somerset et d'autres agences ont toutes sortes de réductions des méfaits, des programmes de réduction des méfaits. On a un site de traitement où les gens peuvent aller utiliser sans avoir peur d'être marginalisés, qui est supervisé par des travailleurs de santé et des infirmières, incluant des travailleurs communautaires. Nous avons des travailleurs communautaires dans tous nos services. Je dirais qu'on se complémente les uns les autres et on peut aligner la façon dont on connecte avec les autres. Ça, c'est à Somerset West et avec les autres agences à Saint-Euton et Carlington. On continue, encore une fois, nous bâtissons sur les approches existantes et les opportunités d'éducation pour notre centre, leur centre, et tout ce qu'on fait, c'est grandir et apprendre les uns des autres ensemble. On est là dans la communauté tous les jours, on est vraiment dans le visage des gens, on est très confiant. Donc c'est une autre branche, disons, sur comment connecter avec tous les autres programmes et services qui existent. On a une autre question très importante de la coalition santé mentale noire et de Minwashin Lodge. Et c'est de quelle façon ce programme est efficace pour aider les gens des populations noires et indigènes dans la communauté? C'est une bonne question. Donc, notre population cible, ce sont les gens qui sont à haut risque et isolés et qui consomment des drogues. Donc, ça peut être des gens de la communauté noire et indigène et d'autres communautés. À Somerset West, par exemple. C'est une alarme, ce n'est pas une sonnerie de téléphone qu'on entend. Donc, nous avons un comité d'égalité sur la santé à Somerset West. On se concentre sur des enjeux d'inclusion. Nous avons une politique antiraciste et une politique d'inclusion. Et on voit nos actions à travers toutes les pratiques de ce secteur. Et pour notre équipe en particulier, je sais que c'est le même pour le centre, nous sommes dévoués à prioriser, d'engager des personnes qui sont de milieux divers. Parce que les gens ont ces expériences qui ont été criminalisés, qui ont fait face à de l'oppression et au racisme, ce sont les meilleures personnes pour faire un engagement avec ces personnes parce que ce sont les personnes qui très souvent sont vulnérables, très souvent sont isolées dans leur communauté. So can you give some examples of how you're incorporating? Alors, est-ce que vous pouvez donner des exemples de comment vous incorporez des réponses adaptées de façon culturelle aux communautés noires et indigènes dans ce programme? Nous avons des gardiens de la connaissance à notre centre qui font des cérémonies pour les clients et pour le personnel. On essaie d'incorporer le plus possible ces opportunités pour nous avons des médecines traditionnelles à notre centre qui sont pour le personnel et pour les clients. Et nous travaillons dans notre réduction des méfaits, nous avons, dans notre équipe de réduction des méfaits, nous avons toutes sortes de personnes. Comme je dis plus tôt, on essaye de s'appuyer les uns les autres pour essayer de s'aligner, pour essayer de desservir le mieux possible ces populations cibles partagées. Il faut vraiment faire attention à ces aspects très importants. Alors, merci de partager ça avec nous. Vous avez mentionné que ce programme, c'est un programme pilote de 3 ans qui est financé par Santé Canada. Oui. Nous avons une question sur si vous pouvez partager avec nous quel est le budget annuel pour ce programme. Est-ce que vous pensez ou est-ce que vous planifiez déjà comment obtenir un financement durable par rapport aux résultats que vous voyez déjà dans la communauté qui résultent de ce programme? Je n'ai pas les chiffres pour notre budget annuel, je ne les connais pas par cœur pour partager avec vous. Encore une fois, nous avons beaucoup d'impact, nous améliorons, nous priorisons le fait d'avoir des personnels volontaires. Et notre programme de réduction des méfaits, nous engageons nous aimerions engager plus de personnel, par contre, qui a l'expérience parce que nous voyons les profits d'avoir des gens avec cette expérience pour faire ces connexions et avoir des meilleurs résultats. C'est un travail en progrès.
Ces choses prennent du temps, prennent toujours du temps. Quel a été votre plus gros obstacle pour créer ce programme? I just want to make sure I give Je opportunity. m'assurais que je donne l'opportunité aux autres membres de parler. Est-ce que vous pourriez un petit peu de votre expérience personnelle, ce qui a été des barrières pour vous-même à rejoindre l'équipe? Sorry, guys. You're good too. Je les mets un peu sur la sellette. Désolé, les gars. Getting the funding in the first Financement, je dirais, premièrement, ça a été beaucoup de travail, obtenir le financement de base, financement pour le projet et structurer les choses pour le personnel, pour le bien-être. Ça a été une priorité, un travail aussi en progrès. Et en tant que centre communautaire de santé, c'est déjà important pour notre personnel et avoir un personnel qui a tellement de diversité dans les expériences qu'ils ont vécues et comment on continue à bâtir des accommodations pour ce personnel, s'assurer que tout est aligné pour le personnel et le succès durable. J'ai oublié la question. C'était quoi la question? Ah oui, les obstacles. Merci, Jeff. Covid, évidemment, Covid a été formidable pour nous. Donc, avoir l'accès à des maisons, à du logement, c'est déjà difficile, des logements sociaux, c'est tellement, ça isole les gens. Alors, vous a rajouté Covid par-dessus tout ça, ça a empiré les choses, bien sûr. Quelquefois, c'est la police, quelquefois, c'est des propriétaires qui ne veulent pas qu'on vienne les visiter à cause de la COVID. On fait tout, bien sûr, on porte de l'équipement de protection personnelle. Mais c'est sûr que ça, COVID en général, ça a été un problème. Donc, nous assurons que nous sommes là pour la santé, pour la sécurité, pour le bien-être et nous assurons que ça a des bonnes conséquences. Vous avez dit que vous avez commencé en septembre 2019. La pandémie a commencé quelques mois plus tard. Donc, c'est un élément très différent de ce programme que vous n'avez même pas planifié que vous avez dû incorporer dans la provision de services dans la communauté. Oui, absolument. Beaucoup de bonnes questions qui rentrent. Alors, je regarde à travers les questions. Voilà une question. Vous faites des références. Est-ce que ce sont avec des partenaires prédéterminés et que vous avez une entente avec ces services? Comment ça fonctionne quand vous faites des références aux différentes ressources dans la communauté? Alors, c'est beaucoup plus facile, bien entendu, quand on réfère des gens à notre centre de santé et à nos partenaires du centre de santé à Carleton, Somerset et Saint-Eustache. On parlait des obstacles, COVID, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui n'est pas ouvert, à quoi les gens peuvent accéder. Donc, ça a été quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure parce qu'on ne veut pas faire une référence à quelqu'un et le service est fermé ou ils vont avoir de la difficulté parce qu'ils n'auront pas de masque à ce rendez-vous, ce genre de choses. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous de faire des références à notre propre centre de santé, mais nous sommes dans la communauté avec ces autres agences de services sociaux et des membres de notre équipe, ils ont accès eux-mêmes dans leur vie personnelle et ils ont une meilleure idée de ce qui est ouvert, comment ça fonctionne et ils peuvent en parler, ils offrent de l'aide et ils accompagnent également les clients, comme j'ai mentionné dans la présentation. Donc, si les gens ont plus d'anxiété pour ce qui est d'aller à un rendez-vous de santé, par exemple, ou un rendez-vous au niveau du logement, on peut être là avec eux à les accompagner. Cette question vient de nos partenaires dans la communauté. Comment est-ce qu'un membre de l'équipe référait un client au programme DOPE? Ça vient de différentes façons. Quelquefois, ça vient d'un travailleur de la santé, quelquefois c'est une agence de services sociaux. Et très souvent, c'est la meilleure façon, c'est quand une personne elle-même, ils viennent nous voir et ils nous trouvent, on a notre numéro de téléphone, les gens nous appellent, c'est un contact direct et on les contacte tout de suite. Si c'est en dehors de nos heures de service, on essaye de les voir le soir même. On est très au courant que c'est dans le présent que nous allons changer les choses. Quand ils sont motivés
quand ils font cet appel, il faut absolument intervenir immédiatement et on fait le mieux possible pour travailler dans ces circonstances. Très souvent, je trouve que si j'ai par exemple un fournisseur de services de logement qui nous réfère quelqu'un, si cette personne ne veut pas nous voir, on ne peut pas les forcer. Il n'y a rien qu'on peut faire, mais on peut faire des suivis quand même de temps en temps. Vous ne voulez pas nous parler aujourd'hui, peut-être qu'on peut continuer quand même à venir vous voir. Yeah, yeah. Can you speak to your relationship Est-ce que vous pouvez parler de votre relation avec les services de police d'Ottawa dans la livraison de ces services? are there challenges, are there opportunities here? Is there Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce qu'il y a beaucoup d'éducation qui se passe avec les services de police d'Ottawa, les membres de la communauté qui utilisent des drogues, par exemple? Oui, 100%. C'est une très bonne question, en particulier parce que nos heures de programme sont quand il n'y a pas beaucoup d'autres agences qui travaillent. Au début du programme, on a fait beaucoup de présentations à des plateaux, à des unités, à les travailleurs de première ligne dans la police qui sont dans la communauté pour leur dire qui nous sommes. Ne nous arrêtez pas quand vous nous voyez pour qu'ils apprennent à nous connaître, de parler un petit peu de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on peut travailler ensemble, parce qu'on peut vraiment travailler ensemble. Ce n'est pas toutes les situations qui demandent la présence de la police. Donc, on essaye de naviguer ça avec la police. On voit comment quelquefois, les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe, de ce qu'ils font quand ils sont sous l'influence des drogues. Par nature, toute notre population cible est criminalisée. Quelqu'un qui utilise une drogue illégale est un criminel par définition. Alors, nous pensons qu'il mérite des soins de santé et de l'aide. Donc, comment est-ce qu'on peut connecter avec la police et comment ces conversations peuvent continuer à se passer? On est très actifs avec les policiers de notre communauté dans notre zone de desserte. Ils sont très supportifs. On va avoir aussi des séances d'éducation avec les nouvelles recrues. Ça s'est ralenti un peu avec la COVID, mais on espère continuer, comme on a mentionné avant. On veut humaniser ce qui se passe et avec qui les gens ont des interactions. Quelquefois, j'ai des membres du personnel qui se font arrêter par la police à cause de leur look, à quoi ils ressemblent à travailler dans la communauté. On a eu des commentaires négatifs quelquefois, mais on est capable de rester professionnel. Que ce soit de mauvaises intentions ou pas, on est toujours prêt à avoir ces conversations, à vraiment défier ces narratifs de notre côté aussi. Si on voit que la police a des questions, nous sommes là pour avoir ces conversations avec eux. Parce qu'il faut qu'il y ait des meilleurs résultats en général pour la communauté. Il n'y a peut-être pas 100% d'acceptation de ces programmes, mais il y a quand même une conversation qui se passe avec les services d'Ottawa. Ils font un service très important d'une perspective des soins de santé dans la communauté. Votre programme est essentiel. Ça fait un énorme impact. Vous nous avez montré une diapositive sur la zone de desserte que vous couvrez. Ce sont les 3 centres de communautaires au centre-ville, Centerton, Carlington et Somerset West. Je vois beaucoup de questions dans notre clavardage, des gens qui disent « et Overbrook et Lowertown, ces autres zones de dessert. Est-ce qu'il y a des plans d'expandre votre programme à d'autres zones de dessert dans la communauté où il y a beaucoup de membres qui utilisent des drogues? Est-ce que vous avez des conversations avec des centres communautaires à Ottawa, dans d'autres zones de dessert, pour voir si ces programmes peuvent être élargis ou des programmes similaires peuvent être utilisés? Bien sûr, nous utilisons notre programme comme des opportunités pour d'autres agences, que ce soit des CHC ou d'autres, pour essayer de répliquer
Ce qu'on fait déjà, je sais qu'il y a des agences qui font du travail similaire, ce qui est formidable. Nous avons appris beaucoup de choses d'eux et nous continuons à collaborer parce qu'il y a tellement d'apprentissage partagé. Un de nos objectifs, bien sûr, c'est de convaincre les gens que ce qu'on fait, c'est formidable, qu'on travaille très dur. Regardez les chiffres, parce que ces gars, on travaille beaucoup sur les statistiques pour être capable de démontrer, de valider le travail qu'on fait. Parce que c'est comme ça qu'on peut montrer ce qu'on fait aux bailleurs de fonds et aux autres agences. C'est à travers ces statistiques, démontrer le besoin et l'importance de ce qu'on fait. Oui, les données sont tellement importantes. On parle toujours d'une approche basée sur les faits. Et au niveau de la dépendance, de l'utilisation de drogue, de la santé mentale, ce sont des défis qui sont liés à la santé. Ce n'est pas des enjeux criminels. Et les données, ça permet de démontrer cela. Ça permet de montrer comment ces programmes font partie de la livraison de services de santé. Alors oui, les données sont très importantes. À long terme surtout. Vous avez parlé également du stigma et comment certaines personnes ne vont pas voir les centres communautaires ou à des centres d'injection sécuritaires à cause du stigma. Ils ne veulent pas qu'on les voie, ils ne veulent pas que d'autres personnes soient au courant de ce qu'ils font. Est-ce que vous faites du travail qui essaye de cibler les personnes stigmatisées? Comment travaillez-vous avec les utilisés et la communauté par rapport à ça, sur comment essayer de réduire le stigma qui est associé à l'utilisation de drogue? On parle beaucoup à des entrepreneurs dans la communauté pour essayer d'enlever le stigma. Beaucoup de gens n'étaient pas clairs sur quel était notre rôle. Pour ce qui est de parler des gens, par exemple, dans la rue. Donc, on fait notre travail pour essayer de changer les perceptions des gens sur les utilisateurs de drogue. Donc, on parle à beaucoup des entrepreneurs, des gens qui ont des business dans notre zone de desserte. On parle aux membres de la communautaire, souvent qui ne font pas partie de cette communauté d'utilisateurs de drogue, et leur expliquer ce qu'on fait et d'où on vient. Alors, très souvent, quand on parle avec les gens, ça peut être une surprise pour beaucoup d'entre eux que nous sommes là, qu'on fait ce travail. Et on a cette expérience vécue, et c'est pour ça qu'on est là, qu'on est tellement passionné par ce qu'on fait. Très souvent, c'est une réaction positive. Les gens, ils veulent en savoir plus, ils veulent de la formation sur le naloxone. Ils veulent qu'on intervienne quand ce n'est pas des situations d'urgence. Alors, juste comprendre que tout le monde a besoin de pairs, que tout le monde a besoin d'aide. C'est un message qui passe très bien. Très souvent, même dans notre propre CHC, il faut qu'on dise aux gens, OK, ces rendez-vous ne va pas être accessible pour cette personne pour telle ou telle raison. Très souvent, ce n'est pas des mauvaises intentions, c'est juste que les gens ne comprennent pas, ils n'ont pas vraiment pensé. Ils disent, OK, ce rendez-vous est à 8 heures, il faut qu'ils arrivent avec leur centre carte de santé, qu'ils s'assoient et qu'ils attendent qu'on les appelle. Pour certaines personnes, ce n'est pas possible. Alors, quelquefois, casser ce stigma, ça peut être à travers des conversations avec nos collègues, quand ces personnes utilisent leur connaissance dans des situations de crise où la police et les services d'urgence sont là et ils voient leur expertise et leur professionnalisme. Ils peuvent témoigner de cela et souvent, ça change la vie des gens. Ils disent, OK, c'est un utilisateur actif de drogue, mais on peut voir ce que les autres approches, comment les personnes, on a tellement à offrir. Et nous sommes là pour aider et guider et donner de la formation continue. Et
toutes les choses, ça tend à briser le stigma, justement. We talked about COVID. COVID changed a On a lot. parlé de Covid. Covid a changé beaucoup de choses. Il y a plus d'entreprises qui sont fermées et les gens qui sont sans abri sont toujours sans abri. Comment est-ce que votre approche a changé pendant la période de la pandémie? À part de protéger vos travailleurs, bien entendu, toutes les précautions que vous prenez, c'est bien de vous voir ici vous êtes à la clinique, au centre communautaire et vous portez tous de l'équipement personnel, de protection personnelle. Dans la rue, qu'est-ce que les travailleurs voient de façon différente à cause de la pandémie, en plus que leurs problèmes de santé mentale et leur programme de drogue? Comment ça a affecté la communauté? Le problème, c'est la tension entre la priorité du COVID dans la vie des gens, sans parler de la réalité du risque. Nos clients sont à plus haut risque, ils ont des systèmes immunitaires compromis, ils ont de la malnutrition, mais ce n'est pas une priorité dans leur vie. Ils viennent d'avoir 2 fois une overdose. Ils ne savent pas où ils vont rester cette nuit-là. Ils ne peuvent pas trouver leur drogue. Ils viennent de se faire battre. On leur a volé leur drogue. En tout cas, il y a une liste de toutes les choses sur lesquelles les gens essayent de survivre et on rajoute par-dessus ça COVID. Et comme une de nos diapositives a montré, il y a eu 300 morts par overdose et ce sont juste celles qui ont été rapportées. Ça, c'était en Ontario. Et seulement 56 morts de COVID à l'époque. Je n'ai pas toutes les statistiques, mais je peux comprendre pourquoi ce n'est pas l'inquiétude la plus importante pour notre population. Alors, juste comme toutes nos pratiques sécuritaires d'injection, par exemple, on discute avec quelqu'un et on va juste leur donner un peu d'informations sur COVID en passant. On va pas mettre l'importance trop là-dessus. On va leur donner du désinfectant s'ils en veulent. On a tellement de la chance d'être dans un centre communautaire qui a toute cette information qui est à jour sur la situation, sur le COVID, où aller chercher leur vaccin et quand. On peut les aider à se faire vacciner, on peut les aider à se faire tester, par exemple, toutes ces choses. On a de la chance d'avoir cette information et tout ce qu'on peut faire, c'est l'offrir aux gens. On fait du filtrage pour les gens. On essaie de voir pour les symptômes. On essaie de les aider dans leurs options de santé, comme ce qu'on fait avec tout le reste, en fait. Ça fait partie de la conversation générale. Il nous reste 10 minutes et il y a encore beaucoup de questions. Donc, on va faire beaucoup de réponses, questions-réponses rapides. Il y a beaucoup d'intérêt dans le profil des individus que vous aidez. Est-ce que vous pouvez me donner une idée du groupe d'âge? Est-ce que c'est des adolescents, des gens qui ont plus de 18 ans? Est-ce que c'est surtout des gens plus vieux, plus des hommes, plus des femmes, des gens de la communauté LGBT? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée? Ce que je peux dire comme ça, parce que c'est moi qui fais les statistiques pour notre programme. Voilà les données qui reviennent encore. On voit beaucoup de trans, on voit beaucoup de femmes. On ne fait pas les statistiques sur les démographiques des communautés racialisées, mais de façon anecdotale, je peux vous dire qu'on voit pratiquement tous les gens qui veulent nous voir, tant que ce sont ces personnes qui sont à haut risque overdose. Alors, quelquefois, on voit d'autres personnes juste parce qu'elles sont dans la communauté, mais on essaye de les référer à d'autres services. Le portrait pour la communauté des utilisateurs de drogue à Ottawa, si vous utilisez des opiacés, vous utilisez du fentanyl. Si vous utilisez des stimulants, vous utilisez le crack ou de meth ou la méthamphétamine.
Alors, c'est ce qu'on voit dans nos services. Je sais que les statistiques existent, je ne les connais pas par cœur, mais il y a un haut pourcentage de tous les autres démographiques qui sont plus vulnérables, plus à risque, les femmes, les trans, les communautés racialisées. Donc, on fait le mieux possible pour faire nos connexions, faire partie de ces communautés nous-mêmes. C'est ça qui peut aider à naviguer. On a un membre du personnel qui est somalien et on était dans la communauté et on a rencontré une personne somalienne et il était tellement, il a dit, OK, maintenant je suis capable de te parler. Il était tellement content de rencontrer un autre somalien alors que ça fait une énorme différence d'avoir une représentation de ces communautés dans notre équipe. Vous avez parlé d'une relation avec la police d'Ottawa. Est-ce que vous avez aussi une relation avec les paramédics et les pompiers? Le centre, quand on a ouvert notre site et notre service, on les a invités. On voulait qu'ils se sentent confortables avec nous, qu'ils sachent qui on est, avec qui on travaille. Et souvent, c'est nous qui appelons les services d'urgence médicale et pas la police, parce que en général, c'est un scénario médical dans lequel on se retrouve, où on a besoin de les avoir pour aller. Des fois, on va faire des références à des abris, par exemple, comme les Shepherds of Good Hope. Et quelquefois, c'est les paramédics qui vont faire le transport, parce que sinon, ça peut prendre trop longtemps. Donc, on a une relation continue, qu'on continue à bâtir d'éducation mutuelle avec ces services. Si je veux référer une personne à vos services, est-ce que j'appelle juste le numéro de téléphone sur ce que vous avez partagé pendant ce webinaire? Et quelle est votre rapidité de réponse? Alors, comme j'ai mentionné, de 17h à 23h, quelqu'un va répondre à ce téléphone toute la soirée pendant ces heures-là et on va faire le mieux possible pour répondre tant que notre personne est dans notre zone de desserte. Si c'est en dehors des heures, les gens peuvent laisser un message et vont répondre pendant nos heures de service. Quelqu'un a demandé, vous travaillez avec la communauté des immigrants et des réfugiés, est-ce que vous êtes capable de fournir vos services dans différentes langues? L'anglais et français, bien sûr, mais est-ce qu'il y a d'autres langues? Oui, parce qu'on est financé par Santé Canada. On fait le mieux qu'on peut pour avoir au moins un taux d'intervenants qui parlent, la moitié de nos intervenants parlent français. Et après ça, le personnel qu'on a dans notre équipe peuvent parler différentes langues. Somerset West a une bonne interprétation, ce qui ne sera pas disponible de 17h à 23h, mais si la personne est intéressée, c'est quelque chose qu'on peut essayer d'organiser, la traduction, l'interprétation. Une autre question. Où est-ce que vous voyez des écarts dans les services que vous donnez? De quoi on a besoin additionnel dans la communauté? Est-ce qu'il y a des outils qui manquent? Les toilettes. Essentiellement les toilettes. Pendant le COVID, c'était inaccessible pour nous. On ne peut pas aller aux toilettes. Alors, imaginez les gens qui sont sans abri. Où est-ce qu'ils vont aux toilettes pendant la pandémie? Est-ce que vous avez d'autres choses? Je suis d'accord. Accessibilité aux toilettes, c'est le programme numéro 1. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'être client, d'aller acheter une barre chocolat ou un café, on ne va pas vous laisser utiliser les toilettes, même dans les stations-service. Ça peut être plusieurs kilomètres jusqu'à ce que vous pouviez aller aux toilettes. Ça revient au stigma également parce que très souvent, on voit les gens avec qui on travaille, même s'ils ont acheté un café, on leur refuse service pour utiliser les toilettes dans un restaurant. Alors, pendant la COVID, je dirais qu'avoir accès à d'autres services sociaux où les gens peuvent prendre une douche, avoir un endroit pour l'hygiène, ce serait essentiel. Ce problème a été exagéré par la COVID, mais pendant nos heures de travail, il y a très peu d'autres agences qui sont là, présentes, qui connectent avec les gens.
qui transportent quelqu'un d'un endroit à l'autre. Je pense que c'est un écart de service aussi dans la ville et dans nos services. Comme avoir un centre de soir, pas juste des centres de jour, mais des centres de soir. Quelqu'un dans d'autres zones de desserte ont commencé des services, mais il y a beaucoup d'endroits où il n'y a nulle part où aller pendant la nuit, par exemple. Laissez-moi poser cette question très rapidement. Donc, vous travaillez en dehors des heures de travail réguliers. Est-ce que vous parlez des services qui sont disponibles dans la communauté ou dans votre zone de desserte et qui travaillent en dehors des heures régulières et comment est-ce que cette relation travaille avec vous? S'il y a des services pour les membres de la communauté des utilisateurs de drogue. Alors, pour les gens qui utilisent des drogues au centre communautaire, on n'a que quelques minutes. Donc, on a un programme de fourniture d'équipement. Donc, c'est un programme de substitution pour les gens qui utilisent des drogues. On a des soins de santé. On a notre site d'injection supervisée. On a un programme d'échange de seringues qu'on fait sur place pour les gens qui en ont besoin. On donne de la nourriture pour les gens qui en ont besoin. On a l'équipe d'intervention de crise pour les sans-abri. Ils travaillent dans des heures, les mêmes heures que nous. On collabore souvent avec eux pour ce qui est d'identifier les gens qui sont sans-abri. Donc, ça, c'est juste, je peux dire ça comme ça, mais ça, c'est comme tout le monde serait bienvenu à utiliser tous les autres services qu'on a, les tests VIH, de diététiciens. Alors, il y a beaucoup d'autres services, bien sûr, et c'est juste notre CHC. Carlington et Centerton, ils ont aussi des ressources importantes et on essaie toujours de faire la connexion. Écoutez, nous sommes à la fin de l'heure. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites dans la communauté. J'espère que vous avez des opportunités, vous et toute votre équipe, de vous occuper de vous-même. C'est très important ce que vous faites. Vous sauvez des vies. Vous faites de votre mieux pour améliorer la vie des membres de la communauté. J'adore votre enthousiasme. Votre énergie est palpable. Vous communiquez à travers un écran, mais on peut voir votre passion et le travail formidable que vous faites. Alors, merci encore et je veux remercier tous les participants. Il y avait beaucoup de très bonnes questions. On a fait de notre mieux pour répondre au plus de questions possibles. Merci à l'équipe DOPE pour avoir l'énergie de partager toute cette information. Alors, encore une fois, merci pour votre participation aujourd'hui. Je comprends qu'il va y avoir un sondage électronique qui va être sur votre navigateur quand on va finir le webinaire. Alors, aidez-nous à remplir ce sondage. Ça va nous aider à améliorer cette série. Et nous allons vous voir dans 2 semaines pour le prochain webinaire sur le même thème. Alors, merci beaucoup et profitez du reste de votre journée. Au revoir.